Bien, eh bien, bonjour à tous. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans le cadre de cette conférence débat où nous allons discuter de que sait-on de l'état de la biodiversité aujourd'hui. Je vous rappelle, c'est une conférence qui se fait dans le cadre de l'exposition Espèces de climat organisée par la Bibliothèque universitaire de Lyon 1 dans le cadre de la Fête de la Science. Et pour discuter de la biodiversité, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux chercheurs qui ont un profil très complémentaire l'un de l'autre. Alors, le premier, c'est Gilles Escarguel, qui est maître de conférence au laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés. Il est également d'ailleurs directeur adjoint de ce laboratoire et il s'occupe également d'organiser des fouilles dans le cadre d'un parc dans le Quercy qui est inscrit à l'UNESCO. Alors, c'est un paléontologue. Son travail, en fait, c'est d'étudier les variations de la biodiversité et de la paléobiodiversité au cours du temps, de voir un petit peu comment est-ce que les changements qui sont d'ordre climatique, paléogéographique, influencent en fait cette évolution de la biodiversité. Donc, dans un premier temps, Gilles va nous donner un aspect, entre guillemets, un petit peu historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ensuite, eh bien, on va accueillir Bastien Bousseau. Alors, Bastien, c'est un autre profil, c'est un chercheur CNRS qui est au laboratoire de biologie, de biométrie et de biologie moléculaire, excusez-moi. Évolutive. Et qui, lui, en fait, travaille beaucoup plus sur l'étude du génome du vivant. Et à partir de ces études du génome, eh bien, il a un petit peu étudié et essayé de comprendre l'évolution de la vie, mais cette fois-ci, non pas à partir de fossiles, mais à partir des données qu'il peut tirer de cette étude du génome. Et puis, il a développé tout un ensemble de méthodes informatiques, statistiques, et maintenant, il essaie en fait d'appliquer ce qu'il a compris à l'étude de la vie passée pour essayer de prévoir ce qui va se passer dans un futur proche. Donc vous le voyez, deux présentations qui vont être très complémentaires l'une de l'autre. Donc dans un premier temps, eh bien, je vais laisser la parole à Gilles Escarguel qui va nous présenter cet aspect un petit peu historique. Et puis ensuite, Bastien vous présentera la deuxième partie. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On répondra bien sûr à toutes vos questions dès que nos deux intervenants auront fini leur présentation. Voilà, donc en ce qui me concerne, je vous rejoins tout de suite. Bien, bonjour. Et donc, que sait-on de la biodiversité aujourd'hui ? Comment sait-on que cette immense variété de formes, de vies différentes peuplant la Terre, comment sait-on que cette immense variété est désormais directement menacée, impactée par la présence et les activités d'une seule espèce vivante, Homo sapiens, notre espèce? Quelles conséquences de cette menace que représente notre espèce dans la biosphère, quelles conséquences peut-on anticiper pour nous-mêmes et pour l'ensemble de la biosphère? Pour aborder ces questions, il est nécessaire dans un premier temps de prendre un petit peu de recul. Selon différentes estimations globalement congruentes, il existe aujourd'hui sur Terre 8 à 10 millions d'espèces, dont moins de 2 millions sont connus de la science. Comment une telle diversité, comment une telle biodiversité s'est-elle constituée au cours du temps? La réponse à cette question est connue des biologistes depuis environ 2 siècles, et elle tient en un seul mot, l'évolution. En effet, depuis son apparition dans les océans, il y a environ 3,8 milliards d'années, la vie n'a jamais cessé d'évoluer. La vie n'a jamais cessé d'évoluer du fait de la réalisation permanente de mutations, mutations passées au crible
de deux mécanismes diminuant la diversité des êtres vivants génération après génération, la sélection naturelle d'une part et la dérive génétique d'autre part. Pendant la totalité de l'Archéen et du Protérozoïque, c'est-à-dire environ 3 milliards d'années, cette vie va rester très discrète, du moins aux yeux des paléontologues, qui ne disposent aujourd'hui que de moins d'une centaine de gisements paléontologiques de par le monde pour pouvoir l'étudier, des gisements situés essentiellement en Australie, en Afrique et en Amérique du Nord. Il en va tout autrement de la dernière des 4 grandes phases de l'histoire de la vie, le Phanérozoïque, pour laquelle aujourd'hui des dizaines de milliers de gisements paléontologiques répartis partout sur la surface de la planète illustrent l'histoire de la vie depuis l'explosion cambrienne, il y a de cela environ 540 millions d'années, l'explosion cambrienne, moment de la grande diversification des animaux multicellulaires dans les océans. Aujourd'hui, ce sont donc des milliards, littéralement parlant, des milliards de fossiles récoltés et étudiés durant les 2 derniers siècles, des milliards de fossiles qui nous permettent de dessiner la courbe des variations de biodiversité tout au long des derniers 500 millions d'années. Une courbe faite, comme on le voit sur ce schéma, de haut et de bas, au gré des apparitions et des extinctions d'espèces au cours du temps. Cette courbe montre qu'au moins à 3 reprises au cours des 500 derniers millions d'années, plus précisément il y a 400 millions d'années, il y a environ 270 millions d'années et il y a 100 millions d'années, la Terre a connu des niveaux de biodiversité comparables, voire peut-être même supérieurs à ce que nous connaissons aujourd'hui. Ces 3 moments de forte biodiversité correspondent tous les 3 à des périodes climatiques chaudes, des périodes climatiques plus chaudes que celles que nous connaissons aujourd'hui, des périodes climatiques sans glace au pôle, on parle de planètes greenhouse. Néanmoins, dans les 3 cas, ce système climatique évolue finalement vers un monde très chaud, un monde 10, 12, 14 degrés plus chaud en température annuelle moyenne, plus chaud que l'actuel. Un système tellement chaud qu'il devient finalement défavorable à la biodiversité, qui se met alors à diminuer rapidement. Ainsi, l'histoire de la biodiversité sur Terre apparaît comme une succession de phases plus ou moins longues d'augmentation de la biodiversité, on parle alors de diversification des êtres vivants, et phase de diversification suivie de phases plus ou moins longues également de diminution de la biodiversité. Dans une quarantaine de cas environ, cette diminution de biodiversité est rapide à l'échelle des temps géologiques et on parle alors de crise biologique. Parmi ces crises, 5 principales émergent de par leur rapidité et de par leur intensité, chacune emportant avec elle au moins la moitié, souvent beaucoup plus, au moins la moitié des espèces alors présentes sur notre planète. Ces 5 grandes crises d'extinction résultent fondamentalement d'un déséquilibre entre les extinctions et les apparitions d'espèces. Les extinctions devenant beaucoup plus nombreuses que les apparitions. L'étude comparative de ces 5 grandes crises montre qu'un tel déséquilibre peut avoir différentes causes, dont 4 causes principales. D'une part, une forte baisse du niveau marin. Les géologues appellent cela
des régressions. D'autre part, un refroidissement climatique majeur déclenchant une période glaciaire. Un troisième mécanisme possible, une troisième cause possible, que de fait on retrouve dans 4 des 5 grandes crises d'extinction, est la mise en place de gigantesques éruptions volcaniques, des éruptions volcaniques qui vont injecter dans l'atmosphère d'énormes quantités d'éléments volatiles, par exemple des gaz à effet de serre, dioxyde de carbone et méthane notamment, mais aussi divers acides qui vont petit à petit empoisonner l'atmosphère, les sols et les océans. Enfin, mais seulement pour une de ces 5 grandes crises d'extinction, la chute d'une météorite, déclencheur final d'une seule des 5 grandes crises d'extinction, celle des dinosaures, celle où les dinosaures ont disparu. Ces 4 causes principales, aussi différentes soient-elles, présentent néanmoins un point commun. Elles déclenchent toutes des variations climatiques globales, brutales et extrêmes. Des variations climatiques, qu'il s'agisse d'un refroidissement ou qu'il s'agisse d'un réchauffement très important, voire même d'une succession rapide à l'échelle des temps géologiques de refroidissements et de réchauffements brutaux. Cela dit, ces conjonctions de causes externes affectant profondément le système climatique global de la planète, ces conjonctions de causes externes sont nécessaires, mais pas suffisantes pour produire une crise biologique majeure. Pour comprendre cela, considérons ici le réseau alimentaire d'un écosystème corallien actuel dans la mer des Caraïbes. Chaque boule sur ce schéma est une espèce et chaque trait un lien alimentaire entre un consommateur et sa proie. Maintenant, fermez les yeux, désignez au hasard une de ces boules, une de ces espèces, et supprimez-la. Que va-t-il se passer? Très certainement, rien. Les espèces restantes vont compenser cette disparition, au besoin en consommant un petit peu plus de telle ou telle autre proie, ce qui évidemment va avoir des effets démographiques, mais aucune autre espèce ne va disparaître du fait de la disparition de cette première espèce. Alors continuons. Supprimons une deuxième espèce. Rien de plus. Puis une troisième. Toujours rien. Puis une quatrième. Et une cinquième. Jusqu'à un certain point, l'écosystème a un comportement, une réaction extrêmement robuste à ces premières disparitions d'espèces. Il va très bien résister à ces disparitions. Mais il va arriver un moment dans cette séquence de disparition d'espèces où l'élimination d'une énième espèce ne sera pas compensée par les espèces restantes dans l'écosystème. Et à ce moment-là, la disparition d'une énième espèce va devenir la cause directe de la disparition d'une N plus énième, puis d'une suivante, puis d'une suivante. Et là, le problème va complètement changer de nature. C'est la disparition d'une espèce qui va devenir la cause directe de la disparition d'une autre, et d'une autre, et d'une autre, formant ainsi une avalanche auto-entretenue d'extinctions successives d'espèces. Une avalanche qui n'a strictement plus rien à voir avec le ou les mécanismes initiaux ayant déclenché la disparition des premières espèces. Une avalanche qu'il va être impossible d'arrêter, quand bien même les mécanismes suppresseurs initiaux, suppresseurs de biodiversité, seront, eux, arrêtés. Alors, dans cette dynamique de disparition d'espèces, où en sommes-nous aujourd'hui?
Prenons l'exemple de notre groupe animal, le groupe des mammifères. Au cours des 2 derniers siècles, ce sont 79 des 5500 espèces actuelles de mammifères qui ont définitivement disparu de la planète. Au-delà de ces extinctions, 60% de ces 5500 espèces actuelles de mammifères ont vu leur taille, le nombre d'individus au sein de ces espèces, diminuer de plus de la moitié. Mais ce n'est pas tout. Au cours des 50 dernières années, ce sont 68% d'animaux vertébrés, d'individus appartenant à des espèces d'animaux invertébrés, qui ont disparu de la surface de la planète. 30% pour les oiseaux, 88% pour les poissons d'eau douce. Par ailleurs, en Europe, les populations d'insectes volants ont été divisées par 4 ou 5, alors qu'à l'échelle mondiale, un article publié l'an dernier montre une chute de plus de 40% du nombre d'individus au cours des 10 dernières années seulement. Dernier chiffre, parmi de nombreux autres tout aussi alarmants, chaque année, la flotte de pêche mondiale supprime des océans environ 1000 milliards d'animaux marins. Au total, depuis 1800, c'est-à-dire depuis un peu plus de 2 siècles, les données collectées par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'IUCN, indiquent que ce sont environ 20 000 animaux, 20 000 espèces connues qui ont définitivement disparu de la surface de la planète. Un nombre en augmentation exponentielle de 4,5% par an et qui, au rythme des dernières décennies, devrait atteindre environ 500 000, soit 25% de toutes les espèces connues, à l'horizon 2100. À cela, 6 causes principales, toutes directement ou indirectement liées à la présence et aux activités humaines. La destruction des habitats, pour près de la moitié des espèces, la surexploitation de différentes espèces du fait notamment de la chasse ou de la pêche, pour un peu plus d'un tiers d'entre elles, les changements climatiques, pour l'instant à l'origine de seulement 7% d'extinction, mais qui pèsent année après année de plus en plus lourd dans l'équation, l'invasion d'écosystèmes par des espèces qui en étaient initialement absentes, et finalement différents types de pollution et quelques maladies pour les quelques pourcents restants. Au bilan, la biosphère est engagée depuis environ 2 siècles maintenant dans une phase d'extermination, une phase d'annihilation biologique globale, caractéristique d'une période pré-crise d'extinction, tout à fait comparable du reste à celle que les paléontologues observent à l'échelle des temps géologiques. Aujourd'hui, nous en sommes donc quelque part le long de cette pente qui nous approche inexorablement du seuil de stabilité des écosystèmes. Et donc, la question est, quand atteindrons-nous ces seuils ? Malheureusement, nous savons qu'il est impossible de répondre à cette question. Et donc impossible d'anticiper le moment où des avalanches d'extinction vont commencer à se déclencher. C'est impossible non pas tant par manque de données ou par manque de connaissances, mais parce qu'en réalité, il n'y a pas de valeur universelle à ce seuil de stabilité. Chaque écosystème a son propre seuil qui dépend notamment de l'identité et de la séquence initiale de disparition des espèces qui le composent. Autrement dit, la seule façon de savoir où se situe le seuil de stabilité d'un écosystème, c'est de le franchir et, de fait, d'observer le départ d'avalanches qui en résulte. Mais il est alors déjà, malheureusement, trop tard.
Car 2 points, en revanche, sont certains. D'une part, il est impossible d'arrêter une avalanche, et il est donc impératif d'empêcher leur déclenchement. D'autre part, alors qu'il faut quelques siècles à quelques millénaires pour faire disparaître 60, 70, 80, 90% des espèces présentes à un moment donné, il faut, en ordre de grandeur, 1000 fois plus de temps pour reconstruire ce que cette extinction a détruit. En termes de réchauffement climatique, comme en termes de biodiversité, nous nous approchons donc petit à petit d'un précipice et nous nous approchons de plus en plus rapidement de ce précipice. Face à un écocide désormais planétaire, il est plus que jamais urgent d'agir. À partir de cette présentation, c'est donc dans un second temps Bastien Bousseau qui va prendre le relais pour, sur la base de cet existant, vous montrer comment est-ce qu'on peut appréhender le futur de cette biodiversité. Merci. Donc effectivement, je prends la suite de Gilles dans 2 dimensions. D'abord aujourd'hui, précisément maintenant, et puis ensuite conceptuellement. Gilles a beaucoup parlé du passé de la biodiversité, de comment cette biodiversité s'était construite, et de son présent également. Moi, je vais parler de ce qu'on fait aujourd'hui en sciences, ce que les scientifiques font pour tenter d'appréhender, de mieux caractériser l'état de la biodiversité aujourd'hui, et puis pour tenter de comprendre ce qui pourrait se passer dans les décennies à venir. Et donc je vais prendre un angle assez méthodologique parce que c'est mon rayon, comme l'a dit Gilles Cuny. Moi, ma spécialité, c'est de développer des méthodes, et notamment de développer des méthodes statistiques. Et en pratique, je me suis intéressé ces derniers temps aux méthodes qui sont utilisées pour prédire le futur de la biodiversité. Et donc je vais expliquer comment les scientifiques tentent d'appréhender ces questions. Savoir où on en est le long de la descente de cette biodiversité, le long de ce déclin de la biodiversité, et puis savoir ce qui pourrait nous attendre dans les décennies à venir. Et donc le problème est le suivant. Il s'agit de tenter de prédire l'état futur de la biodiversité étant donné son passé, son présent. Alors c'est ce que je représente ici. On a donc sur l'échelle des X un temps historique, avec le passé à gauche et le futur à droite. Et j'ai représenté une courbe qui décrit l'évolution de la biodiversité que je représente avec ce papillon. Cette biodiversité, on sait qu'elle est dépendante de plusieurs facteurs. Elle est par exemple dépendante de facteurs climatiques, comme ce qui est représenté ici par ce thermomètre. Elle est dépendante de facteurs type pollution, donc par exemple la pollution lumineuse, ici avec cette ampoule. Et puis elle est dépendante localement des conditions qui entourent cette biodiversité. Donc selon qu'on soit dans une forêt ou dans un champ, on n'aura pas exactement le même genre de biodiversité. Donc ce que les chercheurs cherchent à faire, c'est comprendre, caractériser les relations qui existent entre ces différents facteurs, quels sont ceux qui sont importants pour définir comment la biodiversité se comporte, quels sont ceux qui ne sont pas importants, et puis en quoi ces facteurs influent sur la biodiversité. Et une fois qu'on a réussi à estimer la façon dont ces facteurs influencent sur la biodiversité, eh bien on peut ensuite chercher à prédire son futur. Et donc là, évidemment, il y a plein de questions qui se posent, il faut faire des choix. Est-ce qu'on va faire l'hypothèse que ce sont les mêmes facteurs qui, aujourd'hui et dans le passé, ont influencé la biodiversité, qui demain vont aussi influencer la biodiversité? Est-ce que ces facteurs ils vont influencer cette biodiversité de la même façon, selon les mêmes modèles? Et puis enfin, la réponse de la biodiversité à ces facteurs, c'est ce qui nous intéresse vraiment. On veut savoir comment cette biodiversité va évoluer dans le futur. Donc je vais très rapidement présenter quelques résultats d'études et expliquer ce que les chercheurs ont fait pour tenter de répondre à ces questions, pour tenter de comprendre comment on peut prédire le futur de la biodiversité, étant donné son présent et son passé. Alors, une des questions qu'on doit se poser, donc, c'est quels sont les facteurs qui ont eu dans le passé une influence sur la biodiversité des arthropodes. Quand je dis le passé, ici, je ne parle pas du passé géologique, je m'intéresse surtout au passé sur ces dernières décennies.
Il y a eu plusieurs études longitudinales, et c'est ça qui est vraiment intéressant, étudier la biodiversité sur plusieurs décennies si possible, sur plusieurs années, et voir comment elle évolue, et en même temps mesurer des facteurs pour savoir s'il y a des corrélations entre la biodiversité observée et des facteurs qui nous semblent intéressants. Il y a eu plusieurs études longitudinales à différents endroits du globe, pour différents groupes, par exemple d'arthropodes, parce que dans cette présentation, j'ai décidé de m'intéresser aux arthropodes. Donc les arthropodes, ce sont les organismes avec des membres articulés, avec un exosquelette. Donc on a les insectes, on a les araignées, on a les crustacés qui sont des arthropodes. Et puis, il y a également différents facteurs qui ont été analysés. On a souvent analysé le climat, on a aussi pu analyser différents types de pollution ou différents types d'environnement, forêt ou champs. Et là, on se rend bien compte qu'en fait, on est en train de s'attaquer à un problème qui est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de facteurs possibles et on ne peut pas tout étudier d'un coup, donc il faut faire des choix. On peut imaginer que les résultats vont différer selon les endroits du globe qu'on étudie, selon les groupes d'arthropodes qu'on étudie et selon les facteurs qu'on cherche à analyser. Je vais simplement me concentrer sur deux exemples, deux études. Une étude qui s'est attachée à regarder la biodiversité des arthropodes sur l'île de Puerto Rico, et puis une autre étude qui s'intéresse cette fois aux arthropodes, mais en Allemagne. Cette étude qui s'est intéressée aux populations d'arthropodes à Puerto Rico, elle est récente, elle date de 2018, et elle se base sur une étude longitudinale avec pas mal de trous néanmoins. Il y a eu des échantillonnages d'insectes qui étaient obtenus dans une forêt protégée, à la fin des années 70, donc en 76-77, et puis des échantillonnages plus récents entre 2011 et 2013. Ils ont aussi fait une autre campagne d'échantillonnage où ils ont attrapé des insectes à d'autres endroits de cette forêt qui corroborent les résultats qu'ils obtiennent ici. Ce qu'ils ont observé, ces chercheurs, en mesurant la masse d'insectes qu'ils récupèrent dans leur piège, c'est que la masse d'insectes a beaucoup diminué entre ce qui a été obtenu à la fin des années 70 et puis ce qui a été obtenu au début des années 2010. Ces résultats, encore une fois, sont confirmés par les analyses de l'autre position d'échantillonnage. Alors une fois que ce résultat a été obtenu, les chercheurs ont cherché à comprendre quels pouvaient être les facteurs expliquant cela. Et parmi tous les facteurs climatiques qu'ils ont envisagés, ils ont remarqué que l'augmentation de la température moyenne par an semblait bien expliquer le déclin. Il y avait une bonne corrélation et même en utilisant des techniques statistiques, ils pouvaient tenter d'argumenter qu'il y avait une relation de cause à effet entre l'augmentation de la température et la diminution, le déclin des populations d'arthropodes à Puerto Rico. Donc ça, c'est un premier résultat pour Puerto Rico, une zone tropicale ou subtropicale. Un autre résultat dont je voulais parler, c'est celui qui traite des populations d'arthropodes, cette fois en Allemagne. Et c'est une étude qui se base sur une quarantaine de stations d'échantillonnage, il me semble, et qui a étudié cette fois les populations d'arthropodes selon un temps bien plus court, de 2008 à 2017. Là aussi, les chercheurs ont cherché à mesurer la biomasse en insectes qu'ils obtenaient dans leur piège, et ils ont aussi regardé d'autres mesures de la biodiversité, telles que l'abondance en individus des espèces ou alors le nombre d'espèces. Selon les trois indices qu'ils ont mesurés, on observe des décroissances, des déclins de la biodiversité d'arthropodes en Allemagne, sur cette fois donc 9 ans. Ce déclin, ils n'ont pas réussi à le corréler avec le climat. Ils ont regardé différentes variables climatiques et il n'y en a aucune qui semblait bien corrélée avec ce qui était observé sur ces populations d'arthropodes, sur ces espèces d'arthropodes. Par contre, ils observent que, et c'est ce qui est représenté par les différentes couleurs de lignes ici, on a un effet plus fort de décroissance, un effet plus fort de déclin des populations d'insectes lorsqu'on a des stations qui sont dans des champs, plutôt que quand on a dans des stations qui sont en bleu clair dans les forêts. Donc il semblerait qu'il y a un effet du type d'environnement sur la force du déclin. Plus de déclin dans les champs que dans les forêts. Donc si on résume très rapidement ces deux études, on a d'une part les arthropodes à Puerto Rico qui enregistrent un déclin et où l'on détecte une influence de la température. Et puis ensuite on a les arthropodes en Allemagne où là aussi on enregistre un déclin, où on observe une différence entre deux types d'environnements, forêt et champs,
À Puerto Rico, c'était une étude qu'on ne pouvait pas faire parce que c'était toujours dans la forêt que les études se faisaient. Et puis, il n'y a pas d'influence de la température, cette fois-ci. Donc là, il y a quelque chose d'un peu étonnant. D'une part, on trouve une influence de la température, et de l'autre, on ne trouve pas d'influence de la température. En fait, ce résultat peut s'expliquer par le fait que différents insectes ont différentes sensibilités à la température. Notamment, les insectes de régions tempérées tolèrent beaucoup mieux des changements de température que les insectes des régions tropicales. C'est ce qui est représenté ici avec ces graphes, où cette fois, sur l'axe des X, on a une idée de la température, donc on va de moins 10 à 40. Et puis, ce que représente la courbe, c'est une idée de la tolérance d'une espèce donnée à la température. Donc ici, on voit que pour cet insecte d'une région tempérée, alors on a une bonne tolérance puisque la courbe est bien large. Tandis que pour cet insecte de région tropicale, en fait, on a une tolérance à des changements de température qui est bien plus limitée, puisque vous voyez que la courbe est bien plus resserrée. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe généralement entre les espèces tropicales et les espèces tempérées. Les espèces des régions tempérées ont une meilleure tolérance à la température. Et donc, une fois qu'on a caractérisé ces relations entre facteurs importants et biodiversité, se pose la question de comment on peut prédire l'état futur de ces facteurs importants. Mais évidemment, on se rend compte que selon les espèces, selon les endroits du globe, cette prédiction, il va falloir la faire à façon. Il va falloir la faire de façon fine, qui prenne en compte bien les spécificités de toutes ces espèces. Et pour prédire l'état futur de la biodiversité, il faut donc prédire l'état futur des facteurs importants. Alors, pour ce qui est de l'état futur du type d'environnement, est-ce qu'on est dans une forêt, est-ce qu'on est dans un champ cultivé, est-ce qu'on est dans une ville? Là, c'est un peu compliqué. En général, on ne sait pas vraiment prédire ça. Par contre, ce qu'on peut faire, ce qu'on s'attache à faire beaucoup, c'est prédire le climat futur. Et pour ce faire, on utilise des modèles du climat. Donc les modèles du climat, il y a notamment ceux qui sont gérés par le GIEC. Ces modèles de climat, ils fonctionnent très grossièrement selon ce modèle-là. Il y a 3 étapes. D'abord une étape où on définit des trajectoires de concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est ce qui est représenté ici avec ce gros bloc gris clair. Ça, ce sont des trajectoires qui sont déterminées en fonction d'impératifs sociétaux, notamment. On définit un ensemble de trajectoires qui nous semblent raisonnables, qui nous semblent décrire des trajectoires que les sociétés humaines pourraient prendre, selon qu'elles ont une approche agressive pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, ou selon qu'elles ont une approche plutôt faible, ou qu'elles ne prennent aucune mesure pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et une fois qu'on a défini ces trajectoires d'émissions et de concentration de gaz à effet de serre, ensuite, on donne ça à des modèles mathématiques qui vont prédire, qui vont simuler l'évolution du climat sous ce forçage, dit-on, induit par les concentrations en gaz à effet de serre qui ont été définies dans la boîte gris clair. Et ensuite, ces modèles mathématiques fournissent des projections climatiques qu'ensuite on peut utiliser en tant que biologiste pour prédire les effets de ces climats sur la biodiversité. Donc, par exemple, on peut obtenir des graphes de ce type-là. Donc, si on s'intéresse à ce graphe à gauche, on a sur l'axe des X le temps qui va de 1900 à 2100. Et puis sur l'axe des Y, on a des augmentations de température par rapport à un référentiel. Et les 4 courbes différentes correspondent à des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre que le GIEC a retenu. Il a retenu 4 trajectoires différentes. Et la courbe pour chacune de ces trajectoires correspond à une moyenne observée sur l'ensemble des modèles qui ont été utilisés en 2018. Et on observe qu'en fait, étant donné une trajectoire donnée, étant donné une concentration en gaz à effet de serre donnée, on a une grande variance, parce que c'est ce qui est représenté ici par ces lignes verticales, qui correspond à l'incertitude qu'on a, qui est fournie par ces différents modèles mathématiques sur comment répondra le climat à ces concentrations en gaz à effet de serre. Et donc là, on se rend compte que pour la prédiction de la biodiversité future, il y a déjà une forte incertitude qui est liée à l'incertitude qui est sur le climat.
Alors quand je dis climat, il y a différentes choses qui sont plus ou moins faciles à prédire. En général, les températures sont plus faciles à prédire et en général, on se débrouille mieux à l'échelle globale qu'à l'échelle locale. Ici, les différentes terres qu'on voit correspondent à des prédictions fournies par deux modèles qui ont été tirés un petit peu au hasard pour faire cette figure-là. Et on observe qu'effectivement, entre deux modèles, on a des résultats assez différents, puisque les couleurs correspondent à des températures. Et donc, maintenant qu'on a nos modèles climatiques, on va pouvoir chercher à prédire l'état futur de la biodiversité. Et là, on aurait bien besoin de courbes, comme je vous ai montré précédemment, qui donnent par exemple la tolérance à la température des espèces d'arthropodes, si on s'intéresse aux espèces d'arthropodes. On aimerait, pour les milliers, les millions d'espèces, pouvoir avoir ces données-là pour dire, oui, on sait que cette espèce-là, elle va bien se comporter à 25 degrés, mais beaucoup moins à 27 degrés. Elle va moins bien tolérer des augmentations de température, par exemple. Évidemment, on n'a pas ces données-là. Ce genre de courbe-là, on l'a pour quelques douzaines d'espèces d'arthropodes, pas plus. Donc là, il va falloir prendre des raccourcis et tenter de prédire le futur de la biodiversité en faisant des hypothèses qui n'utilisent pas ce genre de données, qui ne sont pas disponibles. Et c'est ce que font en pratique les études qui cherchent à prédire l'état futur de la biodiversité. Donc là, on a un cas qui a été publié très récemment, en 2020, et dont on voit des résultats ici. Cette carte correspond à l'état futur de la biodiversité. Donc en couleur, en fait, on a des pourcentages par aire géographique du nombre d'espèces qui sont exposées à des températures qui sont au-delà de leur zone de confort. Donc là, on se rend compte qu'on n'utilise pas le genre de courbe qui décrit précisément la zone de confort pour une espèce. En fait, on parle de zone de confort simplement sur la base de la température qui est observée dans les zones où cette espèce est présente aujourd'hui. Et sur cette base-là, alors on dit, bon, bah, si une espèce, si dans le futur les modèles climatiques disent que la température sera bien au-delà de la zone de confort de cette espèce-là, alors cette espèce-là a de fortes chances de disparaître. Donc là, il y a plusieurs simplifications qui sont faites. D'une part, pour cette figure-là, on s'est intéressé seulement à la température, on ne s'est pas intéressé aux précipitations, on ne s'est pas intéressé aux événements extrêmes qui peuvent survenir. Ensuite, on considère que cette espèce, elle ne peut pas évoluer, par exemple. On considère, c'est ce que je dis ici, on considère qu'elle ne peut pas migrer non plus pour aller dans des zones où elle serait plus confortable. Et puis on ne prend pas en compte toutes les dépendances entre espèces dont Gilles a parlé. Quand il montrait comment un écosystème peut lentement se détériorer, puis finalement vraiment s'écrouler avec ce mécanisme d'avalanche, là on ne prend pas ça en compte. On travaille espèce par espèce en ne se souciant pas des éventuelles dépendances qui existent entre espèces. Donc là, évidemment, ces prédictions, elles sont très approximatives. Malgré cela, malgré toutes ces incertitudes qu'on a, les incertitudes qu'on a concernant comment les espèces répondent au climat, comment le climat va évoluer, donc toutes ces incertitudes-là, et malgré toutes les simplifications qu'on fait, toutes les prédictions s'accordent à dire qu'il va y avoir des bouleversements à venir, des bouleversements dans la biodiversité qui vont ensuite bouleverser grandement, probablement, la façon dont nous fonctionnons également. Alors j'ai fini ma présentation sur le futur de la biodiversité. Et donc on va pouvoir commencer à répondre à vos questions. Donc je vais inviter Gilles à me rejoindre pour réfléchir à répondre à vos questions. Et en attendant, alors est-ce qu'il y a des questions auxquelles on veut répondre tout de suite ou est-ce qu'on répond aux questions qui ont déjà été définies? Alors ce que je propose, c'est que justement on avait reçu 4 questions en fait en amont de ces présentations. Donc je propose qu'on réponde déjà à ces 4 questions. Bon, malheureusement là on vous les masque un petit peu. Donc la première de ces questions, c'est quel impact a eu le confinement par rapport au changement climatique? Donc là, j'ignore si l'un de vous deux souhaite commencer. Gilles. Je commence, Bastien? Oui. Allez.
Alors, c'est un impact quasiment nul. Il faut le replacer dans la perspective de ce que nous faisons par la combustion d'énergie fossile dans l'atmosphère année après année. Donc, depuis 2 siècles que nous brûlons du pétrole, du charbon fossile, puis du pétrole, puis du gaz. On a libéré à peu près 2200 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, ce qui représente entre un tiers et la moitié des réserves totales d'énergie fossile contenues dans les sous-sols. À titre d'exemple, pour avoir une valeur chiffrée précise, pour 2019, c'est un peu moins de 37 milliards de tonnes de CO2 qui ont été libérées dans l'atmosphère, ce qui représente 1150 tonnes de CO2 par seconde à peu près. Et donc, si on met ça en perspective de ce qui s'est passé du fait du confinement, les estimations pour l'instant, ça va évidemment aussi dépendre de la façon dont la pandémie va évoluer d'ici la fin de l'année, mais on va être quelque part entre 4 et 7% de baisse d'émissions de CO2 dans l'atmosphère par rapport à l'an dernier. Donc quelque part entre 34 et 35,5 milliards de tonnes attendues, c'est-à-dire de l'ordre de 1070 à 1100 tonnes de CO2 par seconde. Donc c'est évidemment moins qu'en 2019, mais vous voyez que de fait la chute est assez faible. Ça n'aura, en termes de changement climatique pour les décennies à venir, ça n'aura quasiment aucun effet perceptible. En revanche, si on rejoue ce jeu tous les ans pendant 30 ans, c'est-à-dire si à partir de 2020 on fait un Covid par an pendant 30 ans, eh bien c'est exactement l'objectif à tenir pour rentrer dans l'accord de Paris, de rester sous les 2 degrés de réchauffement climatique global par rapport aux températures pré-industrielles. Donc vous voyez quel effort économique, effort social, effort politique, quel effort représente cet objectif. Et une seule année de Covid ne suffira pas à ça, malheureusement. Donc il y avait d'autres questions qui nous étaient posées. C'était comment peut-on aider à préserver notre écosystème et sa diversité? Donc là, on va voir, on a des transparents pour discuter de ça davantage en détail, mais par exemple, changer son alimentation et sa consommation, c'est quelque chose qui peut aider à préserver l'écosystème et sa diversité. On sait que l'agriculture a un impact important, notamment pour nourrir le bétail. On a besoin de grandes surfaces pour nourrir beaucoup de bétail. Ne pas bétonner. Si on a l'occasion de construire une maison, il vaut mieux rénover une maison existante plutôt que de bétonner une nouvelle zone. Et ça vaut en général. Il y a des statistiques qui disent que toutes les décennies, en France, on bétonne l'équivalent de la surface d'un département. Donc c'est vraiment, vraiment énorme. Et puis on peut aussi chercher à garder des zones sauvages dans nos territoires, justement pour permettre à cette biodiversité de s'épanouir dans ces zones-là, si possible connectées. La question suivante, c'était concrètement à notre échelle, que peut-on faire pour tenter d'enrayer le réchauffement climatique? On a des transparents pour discuter de ça. Et puis ensuite, comment pouvons-nous à notre échelle avoir un impact positif sur le changement climatique? Là, c'est délicat. Je ne sais pas si Gilles a d'autres idées, mais par exemple, on peut planter des arbres pour absorber le carbone plutôt qu'en émettre. Mais quand même, pour compenser son empreinte carbone, il faut planter beaucoup d'arbres. Mais au-delà de ces gestes individuels, qu'il faut faire. Il n'y a pas de raison de ne pas faire ces gestes du quotidien qui ont un impact, ou au moins qui diminuent l'impact carbone des individus. Il faut aussi s'engager politiquement. C'est-à-dire, si vous êtes convaincu de l'importance de ces sujets, il faut en prendre compte dans vos engagements politiques et dans vos engagements associatifs. Et effectivement, il faut ne pas se contenter de l'effet individuel. Il faut chercher à travailler ensemble pour faire changer la société dans son ensemble. Alors, je peux peut-être ajouter deux, trois éléments de plus, sans trop rentrer dans les détails. Il y a évidemment 2 échelles différentes, une échelle individuelle, ce que l'on fait jour après jour à titre personnel, et puis une échelle collective d'engagement citoyen.
qui elle, a évidemment une dimension politique importante. Pour réfléchir à ce que l'on peut faire, je pense qu'il faut avoir quelques chiffres en tête qui montrent l'étendue du problème. Un Français, une Française, aujourd'hui, consomme en moyenne 11 tonnes et demie, non pas consomme, mais de par leur activité, libère en moyenne dans l'atmosphère 11 tonnes et demie de CO2 par an. Si on veut tenir les objectifs du 2 degrés maximum en 2100 de la COP 21, ce dont je parlais tout à l'heure, il faut qu'on passe dans les 30 ans à venir de 11 tonnes et demie par personne à 2 tonnes par personne. Pour ça, il y a différents compartiments sur lesquels on peut jouer. Le logement, évidemment, le transport, bien sûr, notre alimentation qui est émettrice de CO2, que ce soit l'alimentation végétale, mais bien sûr surtout l'alimentation animale, d'autres compartiments. Et de fait, il faut arriver de plein de façons différentes. Il n'y a pas une seule façon qui donnera la solution, mais de plein de façons différentes, sur plein de secteurs et de compartiments différents de notre vie quotidienne, à diminuer notre consommation énergétique. Parce que de toutes les façons, le CO2, il vient d'où? Il vient d'une consommation énergétique. À l'échelle mondiale, 80% de l'énergie consommée, c'est du charbon, du pétrole et du gaz. À l'échelle de la France, parce que nous avons une stratégie de production d'électricité à base notamment de nucléaire, qui ne libère pas ou quasiment pas de CO2. En France, c'est un petit peu moins, mais il n'empêche que plus de la moitié de l'énergie consommée en France, ce sont des énergies fossiles émettrices de CO2, de l'ordre de 60%. Donc, diminuer notre consommation énergétique directe, par le transport, en privilégiant les transports renouvelables par exemple, ce sont des éléments qu'on a tous déjà en tête, par notre éclairage, ne pas laisser de la lumière allumée partout, y compris de l'éclairage à l'échelle de nos communes. Il n'y a aucune nécessité a priori d'éclairer pendant toute la nuit les villes et villages de France, des économies au niveau du chauffage, du numérique, et puis des économies énergétiques indirectes dans la façon dont nous construisons nos maisons, dans notre alimentation, dans notre habillement également. Alors on peut décliner tous ces exemples-là à l'infini. Le numérique est révélateur aujourd'hui, même si ça ne correspond qu'à quelques pourcents de l'énergie totale consommée. Le numérique est révélateur. Le numérique, si c'était un pays, ça serait le 5e pays au monde en termes de consommation d'électricité. Le numérique produit autant de gaz à effet de serre que la totalité du transport routier mondial, pour donner une équivalence. Un mail, le moindre mail, c'est 10 grammes de CO2 et il s'en envoie des milliards par jour dans le monde. La totalité des spams mondiaux, c'est l'équivalent de 3 millions de voitures en termes de dépenses énergétiques. Donc évidemment, à ce niveau-là, il y a quelque chose à faire. Et de ce point de vue-là, la mise en place de la 5G à l'échelle du pays est une très 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 mauvaise nouvelle. Parce que là où on anticipait pour les 10 ans à venir une multiplication par 4 de la consommation énergétique sans 5G, eh bien, cette multiplication sera au moins de 6 ou 7 avec la 5G malheureusement. Un autre exemple, moi, que je trouve assez extraordinaire, c'est celui de l'habillement. Il y a 40 ans de cela, on produisait sur Terre 15 milliards de vêtements pour 4,5 milliards d'humains. En 2019, l'an dernier, on a produit 10 fois plus, 150 milliards de vêtements pour moins de 8 milliards d'êtres humains. Donc une croissance du nombre de vêtements produits par personne 6 fois plus importante que l'augmentation démographique. Quand on se rappelle, quand on sait que l'habillement sur Terre, c'est 5% de la totalité du CO2, c'est-à-dire presque autant que le transport routier mondial, c'est 15% des pollutions de microplastiques sur la planète, c'est 30% de l'utilisation d'engrais, c'est 40% de tous les herbicides et insecticides utilisés. On voit bien qu'il y a dans notre façon de nous habiller et de consommer de l'habillement quelque chose qui est complètement parti en vrille ces dernières décennies. Ça, c'est l'échelle individuelle. L'échelle collective est évidemment beaucoup plus politique. C'est une échelle qui va chercher à s'attaquer aux causes beaucoup plus qu'aux symptômes et à faire du lobbying à tous les niveaux possibles, du lobbying pour expliquer pourquoi de très nombreuses mesures qui nous échappent à nous tous totalement
à titre individuel, de très nombreuses mesures collectives sont indispensables. J'en ai listé ici quelques-unes, je ne vais pas les reprendre, c'est des informations qu'on peut assez facilement trouver par ailleurs sur Internet si vous voulez creuser cet aspect-là. Voilà. Du coup, ça c'était les 4 questions qu'on a reçues en amont de nos conférences. Pendant nos interventions, Bastien et moi-même, d'autres questions sont arrivées et on peut du coup peut-être regarder maintenant ces questions. Ces autres questions. Alors, merci Gilles. Alors effectivement, oui, vous avez été très réactif. On a un certain nombre de questions, hein, des questions très intéressantes. Alors je vais essayer de les prendre dans l'ordre d'arrivée. Donc on a eu Hervé qui nous a posé 2 questions en fait. Alors par rapport à la présentation, la première présentation que nous a fait Gilles. Et il nous dit que le chiffre annoncé par Gilles de 25% d'espèces qui vont disparaître dans un futur proche, est-ce que cela concerne en fait le nombre total des espèces ou est-ce que c'est uniquement le nombre d'espèces animales? Alors non, c'est le nombre total d'espèces, ce n'est pas uniquement le nombre d'espèces animales. Cela dit, il faut pondérer cette information par le fait que, évidemment, on connaît les différents grands compartiments de la biodiversité de façon très différente les uns des autres. Parce que nous sommes des animaux, nous nous intéressons depuis plus de 2 siècles et demi, les biologistes se sont énormément évidemment intéressés aux animaux et la connaissance de la biodiversité animale est qualitativement bien meilleure que celle que nous avons de tous les autres groupes d'êtres vivants, végétaux, champignons, bactéries, archées, etc. De fait, ce chiffre de 500 000 concerne l'ensemble du monde vivant, mais intègre en son sein essentiellement des animaux, parce que c'est ça et de très loin que nous connaissons le mieux. C'est également un chiffre qui est en partie biaisé, par le fait que c'est un chiffre où la biodiversité terrestre continentale est très surreprésentée relativement à la biodiversité marine. En comparaison, on a une connaissance relative de la biodiversité marine qui est beaucoup moins bonne, qui est probablement de l'ordre de 2 fois moins bonne que la connaissance que nous avons de la biodiversité terrestre. Donc c'est évidemment un ordre de grandeur à pondérer, ça sera peut-être 300 000, ça sera peut-être 700 000, mais c'est bien un ordre de grandeur qui concerne la totalité de la biodiversité. Désolé, juste un petit problème technique par rapport au micro. Alors, Hervé avait une seconde question. La première cause d'extinction actuelle avait été indiquée comme étant la dégradation et la perte d'habitat. Et en fait, Bertrand se posait la question si cette dégradation et perte d'habitat, elle n'est pas directement liée au changement climatique. Et donc, cela devrait finalement augmenter la valeur de 7% attribuée à ce dernier facteur. En fait, là, on parle finalement, est-ce qu'on est vraiment capable de totalement dissocier les différentes causes ? Alors évidemment, il doit y avoir une partie de ces extinctions dues aux pertes d'habitat qui est liée au réchauffement climatique, mais en l'état, au vu des 2 derniers siècles, très très peu. Le biais est probablement très faible. En revanche, et c'est pour ça que je disais que cette cause du réchauffement climatique est amenée dans les décennies à venir à prendre de plus en plus d'importance, ça rejoint une diapositive commentée par Bastien dans sa présentation. Il est évident que les décennies passant, le réchauffement climatique va devenir de plus en plus rapide et de plus en plus intense de fait, et qu'à ce moment-là, le réchauffement climatique va commencer à profondément altérer, perturber les environnements et à dégrader de fait les écosystèmes. Donc oui, le changement climatique va avoir de plus en plus d'impact en termes d'altération et de dégradation des habitats. Cela dit, pour l'essentiel des 2 derniers siècles, quand on parle de dégradation et de perte d'habitat, on parle en réalité de déforestation, on parle en réalité de pollution, par exemple, dans les milieux d'eau douce, de pollution dans les domaines côtiers qui sont chroniquement très riches en biodiversité. Donc c'est bien de la dégradation d'habitat directement induite par des activités humaines non liées au réchauffement climatique.
Bien, merci Gilles. Alors ensuite, on avait Alex. Là, je pense que la question, elle est beaucoup plus pour Bastien. Je pense d'ailleurs que Bastien y a répondu dans une très grande mesure dans sa présentation. Mais Alex nous demande, dans le contexte très empirique des facteurs d'extinction, quelle est la précision des modèles mathématiques et statistiques actuels sur cette disparition, et est-ce qu'il est possible en fait que les modèles sous-estiment certains facteurs? Alors je pense que Bastien, tu avais déjà répondu, mais on peut peut-être rajouter un petit mot là-dessus. Ben, ouais, je comprends qu'on peut avoir envie de préciser quantitativement quelle est la gamme d'erreurs faites par les modèles. Et effectivement, pour le climat, c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut refaire tourner les modèles climatiques sur le passé en ne leur donnant pas l'information de ce qui s'est passé sur les 20 dernières années, par exemple, et voir comment les modèles climatiques arrivent à reprédire ces 20 années pour lesquelles on a les données empiriques. On a mesuré le climat sur ces 20 dernières années. En ce qui concerne, on ne peut pas vraiment faire la même expérience avec les modèles de prédiction de déclin de la biodiversité, parce qu'on a un problème de données en fait. Quand bien même on serait capable de détecter, on a connaissance d'écosystèmes qui ont été très détériorés, on n'a pas nécessairement la connaissance de tous les facteurs sur les 50 années précédant cette détérioration qui pourraient nous permettre de bien modéliser ce qui s'est passé. Néanmoins, on peut aller plus loin dans le temps, et cette fois on se retrouve en paléontologie, pour essayer de voir comment se sont passés des déclins et des dégradations d'écosystèmes dans le passé, et voir comment ça fonctionnait. Il y a quand même un problème d'échelle qui est que l'échelle paléontologique n'est pas l'échelle qui nous occupe actuellement. Et donc il y a vraiment un hiatus ici entre ce qu'on aimerait pouvoir faire et ce qu'on peut faire avec les modèles climatiques et ce qu'on voudrait faire avec les modèles de dégradation de la biodiversité. Oui, cette histoire d'échelle est vraiment une histoire capitale dans les réflexions et les recherches actuelles sur les variations passées et futures de biodiversité. La grande difficulté, évidemment, quand on raisonne sur des données fossiles, sur des données paléontologiques, c'est qu'on regarde un signal, on regarde une variation qui est lissée, qui est moyennée sur des siècles, des milliers, des millions d'années. Et évidemment, le détail des fluctuations, je dirais presque saison après saison, année après année, nous échappe totalement. Donc ce changement d'échelle et à quel point est-ce que les données fossiles permettent effectivement de mieux comprendre, voire éventuellement de mieux prédire ce qui pourrait se passer, c'est un point qui est vraiment délicat et qui est très discuté, âprement discuté actuellement dans la littérature scientifique. Et merci à vous deux. Alors, Claudia a également une question qui s'adresse directement à Bastien, puisque à propos du graphique sur la diminution de la masse d'insectes piégés à Puerto Rico, Claudia se demande qu'en est-il du nombre d'espèces? C'est-à-dire, est-ce qu'on a enregistré en fait simplement une diminution du nombre d'individus, ou est-ce qu'on a également une extinction de certaines espèces en particulier? Il y avait aussi extinction de certaines espèces. Je me suis focalisé sur la masse pour cette étude-là, ça me semblait plus simple. Mais il y avait aussi une diminution du nombre d'espèces. Et ils ont fait aussi l'étude sur une espèce de grenouille, ainsi que sur des phasmes, et puis sur des lézards. Et ça leur permettait de commencer à appréhender un peu ce qui se passe à l'échelle davantage de l'écosystème et pas seulement en se focalisant sur un groupe à la fois. Merci Bastien. Là, j'ai une question de Vincent, alors là qui est beaucoup plus pratique en fait, puisque Vincent nous pose la question, en fait, quelles sont les actions précises qu'il faudrait mettre en place pour faire en sorte d'agir le plus rapidement possible dans la bonne direction? Est-ce que vous pouvez offrir en fait des priorisations par rapport à ce que l'on peut faire, nous, dans la vie de tous les jours? Je pense que ça dépend de son comportement individuel aujourd'hui. Si vous êtes quelqu'un qui avait des milliers de miles sur votre carte de high flyer dans 15 compagnies aériennes, c'est peut-être là qu'il faut commencer, diminuer les voyages en avion. Si vous prenez jamais l'avion et que vous, par contre, prenez beaucoup la voiture, c'est peut-être là que vous pouvez faire quelque chose. En général, ce qui est probablement valable pour beaucoup de gens, c'est l'alimentation.
là, on peut tous faire des efforts, beaucoup d'entre nous peuvent faire des efforts pour diminuer la portion d'aliments d'origine animale, les viandes, notamment les viandes de ruminants, de vaches ou de moutons, et puis les produits laitiers. Donc ça, c'est important. Et je pense que quand on se lance dans des changements comme ça, il faut aussi quand même accepter que ça prenne un peu de temps. Vous n'allez pas passer de carnivore à végétalien du jour au lendemain, ne serait-ce que parce que probablement vous n'allez pas avoir trouvé toutes les recettes qui vous plaisent du jour au lendemain. Donc il faut être persévérant, mais il faut aussi se donner le temps pour que cette transition se fasse en douceur, pour ne pas se décourager au bout d'une semaine de forte volonté, d'acharnement. Et donc il faut accepter d'y aller tranquillement, mais d'avoir un objectif bien défini et petit à petit se poser des petits objectifs les uns à la suite des autres pour avancer. La clé du problème, de toutes les façons, c'est notre consommation énergétique. C'est elle qui est le cœur du problème et qui est la solution. Comment est-ce que concrètement on décroît, on diminue notre consommation énergétique? L'exemple de l'alimentation à ce niveau-là est malheureusement révélateur. Il faut avoir en tête que sur un siècle, c'est-à-dire sur 4 générations humaines, la totalité de la planète a littéralement explosé sa consommation animale. En Europe occidentale, nos arrière-grands-parents, des personnes qui vivaient à la fin du 19e, début du 20e siècle, mangeaient 3 à 5 fois moins de viande que nous. Et ils s'en portaient très bien, ce n'était pas le souci. Le bol alimentaire standard d'un homo sapiens qui vivait il y a de cela 1 million d'années, 1,5 million, d'un individu humain, pardon, puisque Homo sapiens n'existait pas évidemment il y a 1 million d'années, mais des ancêtres d'Homo sapiens qui vivaient il y a de cela 1 million d'années, avaient un bol alimentaire composé à 5, 10, 15% grand maximum d'aliments animaux. Et le reste, c'était des végétaux. Aujourd'hui, en France, nous sommes plutôt aux alentours de 25%. Aux États-Unis, ils sont plutôt aux alentours de 40%. C'est totalement inutile, ça ne sert à rien, c'est même dangereux pour la santé. On ne risque biologiquement rien, au contraire, on a tout à gagner à diviser à minima par 2 ou 3 notre consommation alimentaire, ça se fait pas de notre consommation animale, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais c'est tout à fait faisable et c'est même, encore une fois, biologiquement, physiologiquement, tout à fait souhaitable. Et ça représentera un gain, une diminution en émissions de CO2 absolument gigantesque. L'agriculture, c'est le deuxième compartiment émetteur dans le monde de CO2. L'agriculture, c'est un peu plus de 20% de la totalité des émissions de CO2 dans le monde aujourd'hui. Alors que la totalité du transport, c'est entre 13 et 14%. L'agriculture est un bien plus grand problème que le transport. Dans le transport, le problème principal étant nos voitures individuelles, qui représentent à elles seules 6 à 7% de la totalité du CO2 que nous émettons annuellement. Donc agir sur l'alimentation, c'est évidemment une action très très efficace à court-moyen terme sur nos émissions individuelles, notre contribution individuelle aux émissions de CO2. Je crois qu'il y a des sites web qui permettent de faire des bilans individuels, des bilans carbone, et notamment je crois que le Shift Project vient d'en sortir un nouveau, qui doit être assez précis. Et donc c'est peut-être ça la première action à faire un diagnostic de son bilan carbone individuel et voir où sont les émissions principales qu'on pourrait réussir à diminuer. Étant donné les contraintes de notre vie qu'on a tous, on n'a pas tous les mêmes latitudes pour les différents facteurs. Bien, merci. Alors, il y avait une seconde partie à la question, mais là, je vais peut-être avoir un peu plus de mal à répondre, hein, puisque Vincent nous dit que la sonnette d'alarme, elle a déjà été tirée de nombreuses fois sur l'effondrement de la biodiversité, que les scientifiques ne cessent de donner des infos, mais qu'en fait, on n'a
très peu de répercussions sur les politiques publiques. Donc sa question, c'est que faut-il faire pour se faire entendre? Je pense que là, Bastien et Gilles, vous avez répondu. Personnellement, je suis assez sceptique sur un engagement politique, mais l'engagement associatif, ça permet de se regrouper, et je pense que ça permet, dans une bonne mesure, de beaucoup mieux se faire entendre. Les voix isolées, on aura toujours du mal à les faire passer, même les voix d'ailleurs de scientifiques. Les voix qui passent par des regroupements associatifs, certainement, vont avoir un petit peu plus de poids. Ah ben, plus on est nombreux, plus on pèse lourd, et plus on pèse lourd, plus les personnes qui vivent de notre bonne volonté, c'est-à-dire les élus politiques, à quelque niveau que ce soit, nous prêteront une oreille attentive. À partir du moment où les intérêts ou les volontés que nous représentons sont majoritaires, tout homme politique, toute femme politique cherchant à être d'une façon ou d'une autre pérennisé dans ses fonctions et donc à être réélu portera une attention beaucoup plus importante à ce que nous avons à dire. Donc se regrouper, c'est le moyen certainement le plus rapide et le plus efficace, d'abord de faire de la pédagogie, d'abord d'expliquer, d'abord de parler de ces problèmes autour de nous, et puis d'atteindre la masse critique qui fait que les dirigeants de ce monde, quels qu'ils soient, à quelque poste que ce soit, n'auront pas d'autre alternative que de nous écouter. Moi, je crois beaucoup à cette voie-là. Je suis sûr que dans une démocratie d'influence, où les lobbies pèsent très très lourd, et ben, la seule façon de contrecarrer des volontés de lobby qui nous échappent, c'est de nous-mêmes créer un contre-lobby. Voilà, c'est triste, hein, on rentre dans ce jeu-là, mais c'est à mon avis, je me trompe peut-être, hein, mais c'est à mon avis le moyen le plus rapide de faire avancer les choses. Je pense que c'est le jeu démocratique normal d'avoir des intérêts différents pour différentes populations, et donc d'avoir cette lutte qui se fait pour faire passer les opinions. En termes d'association, il y a, je pense, toute une étendue de virulence des associations. J'imagine entre d'un côté les associations de Nicolas Hulot et puis de l'autre côté Extinction Rébellion et d'autres. Donc il y a plusieurs façons de s'engager selon qu'on croit davantage à une méthode plutôt qu'à une autre. Je pense qu'il faut, en tout cas, c'est l'impression que j'ai pour l'instant, il faut éviter que ces associations-là se mettent des bâtons dans les roues les unes les autres. A priori, elles cherchent toutes à aller vers un objectif donné. Elles utilisent différentes méthodes. Ce n'est pas clair pour moi quelles sont les méthodes les plus efficaces. Et donc c'est plutôt au goût de chacun de savoir quel mode d'action semble le plus prometteur. Merci messieurs. Juste pour rebondir, il faut aussi apprendre tout processus démocratique, il faut accepter, ça prend du temps. De toute façon, vous ne pourrez jamais avoir un changement brutal du jour au lendemain. Alors, j'ai une question de Christian, qui est en fait une question de bon sens, puisqu'il nous demande « Comment arrivez-vous à quantifier précisément la diminution de la biodiversité quand vous avez précisé que la grande majorité des espèces sur Terre n'étaient pas identifiées ? Comment une telle approximation nous permet-elle de construire des modèles fiables ?» Je pense que c'est du bon sens. Ah, effectivement, on connaît aujourd'hui de l'ordre de 1/4 à 1/5 de toutes les espèces qui vivent sur Terre. Et la recherche scientifique, ce n'est pas une opération de divination, c'est-à-dire que tout ce que l'on peut construire, on le construit exclusivement à partir de ce que l'on connaît, en espérant, ça peut s'évaluer à quel point c'est vrai, mais en espérant que ce que l'on connaît n'est pas totalement biaisé, n'est pas totalement déformé au regard de la réalité. Quand je dis par exemple, enfin c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des chiffres avancés par l'IUCN, qu'on peut s'attendre en ordre de grandeur à environ 500 000 espèces disparues sur Terre à l'horizon 2100, on ne raisonne ici que sur la base des espèces connues, c'est-à-dire 500 000 des environ 2 millions d'espèces connues. En réalité, ça sera beaucoup, beaucoup plus que ça,
puisque ces 2 millions, un peu moins de 2 millions connus, ne sont qu'un quart ou un cinquième de la totalité. Sauf que évidemment, on ne peut pas dénombrer ce que l'on ne connaît pas encore. Donc on espère que les 2 millions que l'on connaît à peu près fonctionnent à l'identique, hein, statistiquement parlant. Alors évidemment tout ça avec des marges d'incertitude, pas forcément très faciles à évaluer. Je crois que de toute façon, il ne faut pas, dans ces prédictions, dans ce type-là de prédictions, ça n'est pas sur les chiffres de détail qu'il faut se focaliser, c'est sur les tendances, c'est sur les ordres de grandeur. L'ordre de grandeur est que, au regard de ce qui a eu lieu au cours des 2 derniers siècles, ce qui est devant nous pour le siècle à venir est au moins 10 fois plus intense, parce qu'on est dans une logique de dégradation exponentielle de la situation, qui est une logique universelle, je dirais, dans l'Anthropocène. C'est comme ça, dans cette biosphère ultra-anthropisée, c'est comme ça que fonctionnent la plupart des descripteurs de notre monde. Voilà, donc on est dans une phase d'accélération multiplicative, dans des dynamiques de croissance multiplicative, donc exponentielle. À ce compte-là, même si on sait que les approximations dues au fait qu'on ne connaît qu'une petite partie du système et pas la totalité du système, et que de toute façon la totalité du système est inconnaissable, et qu'à l'évidence des centaines de milliers d'espèces auront disparu de la surface de la planète avant même qu'on ait eu le temps de les découvrir, et ce, entre autres, parce qu'évidemment on protège beaucoup moins bien ce que l'on ne connaît pas encore que ce que l'on connaît déjà. Donc évidemment, tout notre effort et la stratégisation, notamment géographique, en termes de réserves et de zones de protection de la vie, tous nos efforts sont basés sur la diversité connue. La diversité inconnue, je pense notamment à la diversité marine, qui est indispensable parce que les océans sont le poumon principal de notre planète. Cette diversité marine que l'on connaît très mal, et qui est loin de nous, et loin des yeux, loin du cœur, elle est très très difficile à protéger. Voilà ce que peut répondre peut-être Bastien. Non. Merci Gilles. Julie nous demande, le végétarisme peut-il avoir un impact positif ? Je pense qu'on a répondu pas mal. Effectivement, on a dit que l'alimentation c'était important et qu'il fallait notamment en termes de bilan carbone, diminuer la consommation de viande, notamment de viande de ruminants. Ensuite, il y a d'autres impacts qu'à l'alimentation. On sait que l'agriculture classique, intensive, a des impacts en termes d'utilisation de pesticides et d'intrants pour avoir les rendements qu'on a actuellement. Ça, évidemment, c'est aussi un autre problème qui ne se calcule pas uniquement en termes de bilan CO2, mais en termes d'autres impacts, et notamment d'impact sur la biodiversité. Et donc, de façon générale, effectivement, avoir un régime davantage végétarien, ça permet de diminuer tous ces impacts, et puis, si possible, aller vers du bio, vers du local, tout ça, c'est positif. On évoquait tout à l'heure un problème clé dans l'Anthropocène qui est en fait les choix. On est en face d'un système complexe sur lequel il faut simultanément, ou idéalement, il faudrait simultanément agir sur toute une série de paramètres, de facteurs très différents. Et on ne peut pas agir sur tout en même temps. Donc il y a des choix, il y a des priorisations à faire. Et ces décisions de prioritisation sont la clé en fait du succès qu'on doit espérer. Par exemple, toute action visant à diminuer l'impact du changement climatique, de nombreuses actions visant à diminuer l'impact du réchauffement climatique sont des actions extrêmement néfastes en termes de biodiversité. Et inversement, de nombreuses actions de protection de la biodiversité ne sont pas compatibles du tout avec un objectif de maintien le plus bas possible de notre trajectoire de réchauffement climatique. Donc il y a des choix à faire, par exemple en termes de nouvelle énergie, en termes d'énergie renouvelable. Choisir de privilégier par exemple l'hydroélectricité, des barrages qui permettent de fabriquer de l'électricité, ce qui permet de décroître notre empreinte CO2 et en France notre empreinte nucléaire également. C'est un choix désastreux en termes de biodiversité.
Et pourtant, c'est un choix extrêmement vertueux du point de vue du climat. Donc comment est-ce qu'on équilibre tout ça? C'est pas d'une conférence dont on a besoin, c'est de 50 conférences à la suite, parce que le problème est extraordinairement complexe. Ce sont des choix politiques. Sauf que ces choix politiques ne seront faits que sur la base d'une information correcte. C'est par exemple l'expérience vécue par les 150 citoyens mobilisés autour du climat. Ils sont au départ parfaitement naïfs de ces questions. Ils sont informés, on leur montre la réalité de la situation avec des arguments pour, des arguments contre. Tout le monde ne parle pas forcément d'une seule et même voix. Et puis au final, ces citoyens proposent des orientations, des choix que probablement la grande majorité d'entre eux n'auraient même pas imaginé proposer 6 mois auparavant. C'est de la pédagogie, c'est de la présentation de la situation. Et à partir de ça, c'est dans quel panier on met ses œufs. Comment est-ce qu'on s'y prend pour panacher des choix qui, certains peuvent être contradictoires, peuvent avoir des effets contradictoires, mais qui tous vont dans le sens d'une biosphère moins anthropisée, moins altérée par la présence de notre espèce. Malheureusement, il nous reste que 15 minutes. Je voulais juste rajouter quelque chose sur le végétarisme quand même. Comme l'a dit Gilles, c'est important de drastiquement réduire notre consommation carnée. Ensuite, faites attention, biologiquement, l'espèce humaine, on n'est pas des ruminants, on n'est pas végétarien. Donc diminuer la production carnée, c'est très très important. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de demander à tout le monde de devenir un végétalien complet. Là, j'ai Pierre-Olivier qui me dit qu'on sait très bien que 80% des insectes perdus en Europe durant les 40 dernières années sont dus aux néonicotinoïdes. Pourquoi négliger ça dans vos chiffres où vous mettez que la pollution ne représente que 40% des causes d'extinction? 4%. 40. 4%. Ouais. Alors, juste en deux mots, parce qu'on ne parle pas de la même chose. D'un côté, on parle de disparition d'espèces, et de l'autre côté, on parle de baisse de la taille de ces espèces, c'est-à-dire du nombre d'individus. En termes de disparition d'espèces, les pollutions n'ont encore que peu impacté la biodiversité. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont aucun rôle et que c'est un bruit négligeable, pas du tout. Mais en termes d'extinction, de disparition totale et définitive d'une espèce de la surface de la planète, les pollutions ne sont pas un agent au premier ordre. En revanche, les pollutions, néonicotinoïdes et autres agents, peu importe, sont extrêmement efficaces et actives en termes de diminution du nombre d'individus au sein des espèces. Le terme logique de la diminution du nombre d'individus, c'est évidemment l'extinction de l'espèce. Mais encore une fois, il ne faut pas mélanger les deux aspects. Dire que la taille des populations d'insectes a diminué de 80%, ça ne veut pas dire du tout que 80% des espèces d'insectes ont disparu. C'est pas ça. Alors justement, Antoine... Okay. Un des effets qui était observé dans l'étude en Allemagne, c'était qu'effectivement, la tendance à la décroissance était plus forte dans les champs que dans les forêts. Donc là, on peut imaginer que le mode d'agriculture intensive a effectivement un rôle aggravant de dégradation, de diminution des populations d'insectes, et qu'à l'inverse, les forêts protègent un petit peu de ce qu'on fait subir aux insectes en général. Oui, alors parce que Antoine en fait avait une question qui était tout à fait connexe, parce qu'il nous demandait justement quand est-ce qu'on considère qu'une espèce est éteinte. C'est-à-dire est-ce qu'on considère qu'elle est éteinte lorsqu'il reste plus d'individus, ou bien est-ce que vous avez une valeur seuil en dessous de laquelle on considère que la population est trop petite pour se renouveler et vous avez déjà la considérée comme étant éteinte? Bon, on considère éteinte quand on n'en trouve plus, quoi. De mémoire, je ne suis pas sûr que la valeur absolue du chiffre soit exacte, mais ça fixe le raisonnement. De mémoire, le critère qui est utilisé par l'IUCN, c'est une absence totale d'observation d'un seul individu sur au moins 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, quelque chose comme ça. Donc on a beau chercher des individus, on n'en trouve plus. Et à ce compte-là, on estime au bout de 20 ou 30 ans que l'espèce a disparu.
Ok, donc rapidement, parce que le temps passe malheureusement. Pauline rebondissait sur la remarque de Gilles concernant la 5G. Elle demande est-ce que c'est un si grand problème, parce que diminuer les temps de téléchargement par exemple, n'aurait-il pas un impact positif si on télécharge plus vite, on prend moins de place sur les serveurs, etc. Alors trois quarts du coût de la 5G sera lié à la fabrication des nouveaux terminaux. Donc en termes de CO2, les émissions de CO2 générées par la 5G seront aux trois quarts liées à la fabrication des nouveaux portables compatibles 5G, des nouveaux téléphones compatibles 5G. Le quart restant, ça va être de l'énergie consommée par les serveurs. Et de fait, c'est une problématique qui est qui est complètement indépendante du temps de téléchargement. Ce qu'il faut voir quand même avec cette histoire, c'est que Internet pour nous aujourd'hui, quelle que soit la façon de, voilà, que ce soit sur un ordinateur, un téléphone portable, peu importe, Internet pour nous aujourd'hui, c'est 80% de loisirs. Internet ne marche qu'à hauteur de 20% pour des applications professionnelles, pour du professionnel. Et donc, on est en train de mettre en place un dispositif qui va consommer entre 50 et 100% d'énergie en plus que le dispositif 4G, uniquement, ou à 80%, pour du loisir. Avec des arguments qui sont souvent très fallacieux, du style ça va permettre de faire des opérations à distance, etc. etc. Rien du tout, ça ne va pas permettre ça, parce que dans ce cas-là, on est sur des connexions filaires qui n'ont rien à faire et rien à voir avec le 5G. Donc d'une façon globale, en fait, si on déploie du 5G aujourd'hui, c'est fondamentalement pour notre plaisir, pour notre loisir, et on double la facture, quasiment on double la facture énergétique pour le fun, uniquement. Merci Gilles. Sophie nous demande, concernant l'impact que nous pourrions avoir à l'échelle humaine, est-ce que l'on connaît les causes premières de la disparition des espèces marines? Est-ce que c'est vraiment un problème de surpêche, ou est-ce que c'est plus lié à des problèmes de dérégulation de la température de l'eau? Et d'un point de vue pratique, est-ce qu'il existe des labels afin de consommer plus responsable les produits, d'une manière plus responsable les produits de la mer? Alors effectivement, une stratégie consiste à ne pas manger de produits de la mer. Voilà. Comment on peut prendre les choses? Je ne connais pas, peut-être quelque chose dans la littérature m'a échappé ces dernières années, c'est probable, c'est possible, mais je ne connais pas d'analyse comparative des effets relatifs de la pêche et du réchauffement climatique sur la biodiversité marine. Alors il est évident que prélever, extraire de leur environnement 1000 milliards d'individus par an, ça a un effet. Ça c'est trivial de le dire. Le problème du réchauffement climatique est beaucoup plus insidieux et donc potentiellement plus difficile aussi à maîtriser. Parce que c'est un problème qui, en fait, le réchauffement climatique, par la température et par l'acidification induite du fait que la quantité de dioxyde de carbone dissous dans l'eau devient de plus en plus importante, ce qui a pour effet de faire baisser le pH de l'océan, de faire augmenter son acidité. Ces deux paramètres, température et acidité, rendent la vie impossible pour de très nombreuses espèces de phytoplancton, donc de micro-végétaux planctoniques qui sont à la base de tous les réseaux alimentaires marins. Et de fait, c'est une dérégulation des écosystèmes marins par la base. Il y a de moins en moins à manger, donc il y a de moins en moins de consommateurs primaires, donc il y a de moins en moins d'omnivores, de moins en moins de prédateurs, etc. On sait que c'est déjà à l'œuvre, on observe, que ce soit dans le phytoplancton ou le zooplancton, des espèces qui aujourd'hui ont énormément de mal à synthétiser et à maintenir intactes leurs petites coquilles carbonatées, microscopiques, parce que l'eau, leur environnement est en train de devenir trop acide. Et de fait, on est en train d'effondrer par la base les réseaux alimentaires à cause de ça.
Donc je dirais que de ce point de vue-là, on est en train d'exterminer le monde marin par les deux bouts de la lorgnette, par la base des réseaux trophiques à cause du réchauffement climatique et de l'acidification, et par le sommet des réseaux trophiques, parce qu'évidemment ce que nous, humains, consommons relève essentiellement du haut des pyramides trophiques, c'est-à-dire sont essentiellement des prédateurs et des superprédateurs. Merci Gilles. Alors là, malheureusement, il ne nous reste plus que 5 minutes, donc on ne pourra pas forcément répondre à toutes les questions. Julie demandait à Bastien, dans les études réalisées à Puerto Rico et en Allemagne, y a-t-il des espèces d'arthropodes en particulier qui sont en déclin? Et à l'inverse, est-ce que certaines espèces sont très peu, voire pas du tout impactées? Comment est-ce que ça se répartit en fait? Et effectivement, il y a des espèces qui s'en sortent bien en fait. Et du point de vue de l'écosystème, on peut le comprendre. Il y a quand des espèces vont moins bien du fait des conditions, elles se reproduisent moins, elles laissent ouvertes des niches écologiques que d'autres espèces plus généralistes peuvent envahir à leur tour. Donc il y a certaines espèces qui s'en sortent mieux. Alors, en général, la diversité, donc la biodiversité, la partie diversité de la biodiversité, elle diminue lors de ces déclins. Il y a quelques espèces qui montent un peu en fréquence. Là, on arrive vraiment à la fin. Alors, pour terminer, j'avais deux questions, donc Nicolas et Dominique, mais qui étaient peut-être des questions d'ordre beaucoup plus politique, puisque c'est par rapport à ce que nous avons, ce que nous devons, ce que nous pouvons faire, c'est effectivement des engagements qui semblent être beaucoup plus de l'ordre de l'engagement politique et également industriel, notamment tout ce qui est les grosses industries. Et la question de Nicolas, c'est est-ce qu'il est concevable aujourd'hui de s'appuyer sur les engagements politiques pour limiter les effets globaux de l'anthropisation dans un monde où effectivement l'urgence règne avec des sacrifices considérables à faire très très rapidement. Et Dominique nous disait que voilà, il ne faut pas non plus croire que les quelques centaines de personnes, alors peut-être un petit peu plus que quelques centaines, mais que quelques centaines de personnes qui font du profit grâce à ce système ne se laisseront pas faire. Mais là, je pense qu'on rentre dans des questions qui sont beaucoup plus sociétales. Ouais, ce que je voudrais dire, c'est que c'est des problèmes effectivement pour lesquels je n'ai pas de réponse toute faite. Là, ça sort clairement de mon domaine de compétences. Et peut-être que je vais rebondir sur une autre question, c'est-à-dire comment on fait pour pas être trop déprimé au jour le jour quand on a la sensation qu'il faut agir vite et fort et que autour de nous, ça n'agit pas assez vite et pas assez fort. C'est en fait une question que je me pose moi aussi. Néanmoins, je pense qu'il faut prendre les bonnes nouvelles quand elles arrivent. La Convention des citoyens, la façon dont ça s'est passé, c'était, je pense, une très bonne nouvelle. On constate que quand on fait réfléchir 150 personnes qui ont été tirées aléatoirement à ces problèmes-là, ils arrivent à des conclusions qui vont beaucoup plus loin que ce que le gouvernement aurait aimé recueillir comme avis. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que si on prend le temps de faire réfléchir les gens à ces questions-là, on fait des choses qui vont vite et qui vont loin. Et effectivement, c'est difficile d'avoir quand même le moral au quotidien quand on voit ce qui se passe. Il y avait aussi des questions sur la réautorisation des néocotinoïdes pour les betteraves. Tout ça, effectivement, c'est dur à encaisser. Mais je pense qu'une partie, en fait, les luttes sociales aussi, quand on fait des luttes sociales, on a l'habitude d'être face à des difficultés de ce type-là. Et donc je pense qu'il ne faut pas être complètement étonné que les questions écologiques, on ait du mal à les imposer dans le débat national au niveau qu'on pense qu'elles devraient avoir. Écoutez, merci beaucoup messieurs. Je pense qu'on est juste à l'heure, puisqu'il est 13h45 et c'était la fin programmée de cette conférence débat. On espère avoir répondu à un maximum de questions. Je pense que tous les trois, on est bien conscients que de toute façon, c'est une problématique qui est complexe, surtout lorsqu'on s'intéresse à cet aspect dont on vient de discuter, qui est plus sociétal en fait que réellement scientifique. Mais on va remettre cette vidéo à disposition, donc vous aurez l'occasion, pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, de la revoir.
Et il ne me reste plus qu'à vous remercier, à remercier Bastien, à remercier Gilles, et puis tout le service ICAP et la bibliothèque universitaire pour avoir rendu en fait cette Expo en ligne. Possible. Expo en ligne. Expo en ligne, pardon. C'est très compliqué sans mes lunettes. Voilà, eh bien écoutez, merci encore, et puis on espère vous retrouver donc sur cette exposition en ligne qui pour l'instant remporte un grand succès. Encore une fois, vous pouvez remercier Gilles et Bastien qui ont beaucoup travaillé. C'est pas les seuls, mais voilà. Donc merci voilà, à vous. Merci, au revoir. Au revoir.